Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. J'aime énormément la mythologie gréco-romaine. Elle est riche, pleine de versions, elle a beaucoup inspiré les poètes antiques et a continué à travers les siècles d'inspirer les artistes, que ce soit les compositrices, les peintres ou encore les autrices. Et il y a quelque temps, un ami m'a posé cette question au détour d'une conversation. Mais pourquoi on réécrit ce qui existe déjà ? Très loin d'être une question idiote, aujourd'hui je vous partage dans cet épisode ce que je lui ai répondu. Pour commencer, il n'y a pas qu'une réponse à cette question. Il y a énormément de raisons de réécrire les mythes. La première qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement pour qu'ils traversent le temps et ne soient pas oubliés. C'est comme les traductions. Parfois, on a besoin de les remettre au goût du jour. La langue évolue, et bien le lectorat aussi. Les réécritures permettent vraiment de toucher les lectrices d'aujourd'hui, à titiller leur curiosité. Et vous savez, quand on découvre un mythe en particulier, et qu'on s'y intéresse de près, on est amené à découvrir un autre mythe lié, puis un autre, et puis un autre, etc., etc. La mythologie gréco-romaine, quoi. On réécrit aussi les mythes pour mettre en avant des sujets actuels. Les mythes résonnent d'une autre façon aujourd'hui chez les lectrices. Et c'est tout à fait normal. On n'a pas le même regard que les anciens sur ces histoires. Et ce n'est pas mal de garder nos yeux d'aujourd'hui pour appréhender ces récits. Au contraire, des autrices prennent vraiment cet angle pour redonner un nouveau souffle à ces histoires. Je pense notamment à l'une de mes dernières lectures. Dans Eurydice de Lou-Luby et Solène Guern, sorti en 2024 aux éditions Delcourt, Lou-Luby a fait un remarquable travail de réécriture. Elle mêle le mythe d'Orphée et Eurydice et celui de Pygmalion et Galatée pour nous proposer une réinterprétation moderne. Orphée est profondément amoureux d'Eurydice, mais dans le mythe original, on ignore totalement ce que la jeune femme veut. Ici, elle redevient actrice de son destin. Déjà, la BD s'appelle Eurydice et non Orphée et Eurydice. Ça déplace déjà le curseur. Dans ces pages, on parle de bon nombre de thématiques actuelles comme les violences conjugales, la mort, la dépression, la liberté, la grossophobie, la manipulation. Et ce n'est pas artificiel, tout est vraiment bien amené avec justesse et du coup, ce mythe résonne d'autant plus avec les lectrices d'aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas du magnifique travail d'illustration qu'a fait Solène Guern. Vraiment, j'étais trop contente de pouvoir découvrir à la fin toute sa recherche graphique sur les différents personnages, les lieux, etc. C'est juste magnifique. Et c'est vraiment ce genre de réécriture que j'aime lire, celle où on réécrit vraiment. C'est bête, mais j'ai lu beaucoup de réécritures qui ne réécrivent pas vraiment, et personnellement, ce n'est pas ce que je recherche dans ces lectures. Alors peut-être que je connais un peu trop les mythes, et du coup, j'ai envie qu'on me surprenne malgré tout, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai appris au fil des années, au fil de ces lectures, c'est que moi j'aime quand on réécrit vraiment les mythes. Un point super important que les réécritures d'aujourd'hui font, c'est redonner la parole aux femmes. On a énormément écrit dans l'Antiquité pour chanter la gloire des dieux et des hommes. On parle des héros de la mythologie grecque, très peu d'héroïnes. Les femmes, elles, n'avaient pas vraiment leur place dans les épopées, n'y étaient que des anecdotes, des tentatrices, le mal. Et il y a des réécritures qui tendent à inverser cette tendance et remettre en avant ces femmes. Par exemple, Margaret Atwood dans The Pélénopiade raconte cette attente, cette lutte que Pénélope menait à sa façon et la violence d'Ulysse envers ses servantes que les prétendants ont violées. Dans Méduse de Jessie Burton, sorti en 2024 chez Gallimard Jeunesse, on prend le point de vue d'un des monstres de la mythologie grecque. Avec le temps, c'est ce que on en a retenu, un monstre. Alors qu'à la base, c'est une jeune fille qui a été violée par un dieu dans le temple d'Athéna. Et celle-ci, au lieu de punir l'agresseur, a puni Méduse en changeant sa chevelure en serpent. Et dans le roman de Jessie Burton, on dénonce justement ces actes, on les nomme, et j'aime d'autant plus cette réécriture puisque le mythe change vraiment, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. C'est assez court, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce récit. D'ailleurs, toujours sur Méduse, il y a un autre récit que j'aime particulièrement. C'est Medusa Femina Potens et Fortis d'Emma van der Poel. Alors par contre, faut savoir lire le latin pour lire cette réécriture sortie en 2020, mais j'ai encore des frissons en repensant au choix des mots pour décrire la scène de viol que Méduse subit. Ces mots étaient particulièrement justes. D'ailleurs, j'aimerais bien relire ce livre, rien que pour dérouiller un peu mon latin.
Il y a pas mal de réécritures sur ce personnage qui ont fleuri lors de la dernière décennie, et c'est vraiment une figure mythologique fascinante et plus complexe qu'on ne le pense. En littérature jeunesse, il y a une collection écrite par Sylvie Bossier, chez Scrinéo, qui est assez chouette où les monstres de la mythologie grecque ont l'opportunité de raconter leur histoire. Il y a notamment Moi Méduse, sorti en 2021, mais Cerbère, Charybde ou d'autres encore ont eu droit à leur ouvrage. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait aussi une autre collection, toujours chez Scrinéo, où on redonne la parole aux femmes de la mythologie. J'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais il me tarde de le faire. Toujours en littérature jeunesse, il y a un album tout simplement génial qui dénonce l'invisibilisation des femmes dans la mythologie. Et justement, cet album joue avec ça. Avec une simple feuille rouge et transparente qu'on déplace sur les pages, on fait réapparaître le nom des femmes cachées derrière les hommes. Par exemple, derrière Agamemnon, il y a Iphigénie, derrière Paris, il y a Hélène, derrière Zeus, il y a Callisto, etc., etc. Et ce simple jeu qui fonctionne avec une impression en rouge et bleu est juste fantastique et hyper ludique. Moi, j'adore, ça s'appelle Invisible, c'est écrit par Anne Arzelus et ça a été publié chez Casterman en fin d'année dernière. Et ces réécritures viennent justement enrichir cette littérature, parce qu'Homère, Ovide ou encore Virgile ne racontent pas tout. Certains personnages ont d'énormes trous narratifs. On ne sait pas d'où ils viennent, quelles sont leurs motivations, comment ils meurent, etc. Et c'est souvent et surtout le cas pour les personnages féminins, qui parfois ne sont mentionnés que sur quelques vers seulement. Le premier exemple qui me vient, c'est évidemment Circé de Madeline Miller, sorti en 2019 chez Pocket. D'ailleurs, c'est ma prof de latin en licence qui me l'avait conseillé à l'époque, et ça a été la première réécriture qui a été un coup de cœur pour moi. Circé, c'est la première magicienne de la littérature, mais dans les faits, on sait peu de choses sur cette déesse. Et il y a énormément de trous narratifs dans son histoire. Madeline Miller a fait un énorme travail pour les combler et faire en sorte que cette histoire tienne la route. Et le résultat est juste incroyable. D'autant plus qu'il y a vraiment un angle féministe, et perso, ça a vraiment résonné pendant ma lecture. Vous pouvez pas savoir le nombre de réécritures qu'il y a dans ma palle ou dans ma wishlist. J'aime énormément ces récits, mais j'essaie de les espacer et aussi, je sais que je suis assez exigeante. Je ne veux pas qu'on me raconte ce que je sais déjà, je veux qu'on m'offre du neuf avec du vieux. Et c'est ça que j'ai aimé dans les différentes réécritures que j'ai pu vous citer. Et ces réécritures n'empêchent pas les textes antiques d'exister. Bien au contraire, grâce à ces nouvelles interprétations, cela amène un nouveau lectorat vers les mythes, de nouvelles questions et de nouvelles façons de faire perdurer ces histoires qui sont loin de finir d'inspirer les arts actuels et futurs. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère avoir répondu à la question de mon ami. Ça me tenait à cœur de faire cet épisode notamment parce que j'ai commencé à écrire une réécriture mythologique sur Echo. Si jamais ça pique votre curiosité, je documente tout ça sur mon compte Instagram noctua.autrice. Alors en vrai ça se prononce Noctua, mais si je disais pas Noctua, il y avait des grandes chances que les non-nativistes écrivent ça OU, à la place de U. Du coup, voilà. Et juste pour info, Noctua, en fait, ça veut dire chouette. Vous voyez le lien. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez dans ces réécritures, parce que finalement, c'est propre à chacun. Moi, en attendant, je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.